Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de Today We Live. Et je vais d'abord t'expliquer dans cette vidéo, c'est le contexte historique afin que tu puisses mieux comprendre ce qui est en jeu. En fait, l'histoire se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en décembre 1944 en Belgique dans les Ardennes. Depuis un moment, les Allemands ont quitté notre pays, ils sont retournés en Allemagne, ils ont été acculés, ils sont repartis en Allemagne. Nous avons les Américains, les Alliés, les Américains, les Français, les Anglais, qui les poussent donc pour essayer d'attaquer Berlin. Et les Allemands n'ont plus de munitions, les Allemands n'ont plus d'essence ou de mazout, de fuel, plus rien du tout, ils sont à sec. Et il y a un certain nombre, bien presque tous les généraux allemands se disent que c'est fini, que c'est fichu, qu'il faudrait rendre les armes. Mais Hitler, dans sa folie, pense que c'est encore toujours possible de gagner. Qu'est-ce qu'il va trouver comme idée géniale? Il va se dire, mais à Namur, près de Namur, il y a un énorme entrepôt avec des véhicules, des munitions et du fuel, du mazout, du diesel. Et donc, par rapport à ça, il se dit, c'est pas compliqué, on va faire une contre-offensive, on va sur Namur, on prend tout ça et en avant, on réattaque et on récupère tous les territoires perdus. C'était plus ou moins le seul à croire que son plan était possible, plus bien sûr les jeunes soldats qui n'ont pas beaucoup de... qui n'ont pas beaucoup d'esprit critique, qui faisaient aveuglément confiance au Führer. Mais en fait, honnêtement, les généraux, eux, ils n'y croyaient mais absolument plus. Mais comme Hitler avait décidé et qu'ils en avaient ras-le-bol de devoir tout le temps s'opposer à lui tellement il était devenu vraiment cinglé, ils disaient oui à tout. Et donc, ça s'appelle l'offensive von Rundstedt. Et cette offensive von Rundstedt qui se fait dans les Ardennes, c'est pour ça après de Bastogne, c'est pour ça que si tu vas à Bastogne, tu vas voir un mémorial et le musée de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est là qu'il y a eu des batailles mais terribles. Et donc, il décide d'envoyer des forces allemandes envahir à nouveau la Belgique, et il va profiter de quelques jours avec une purée de poids, mais pas possible. L'aviation allemande n'existe plus, et l'aviation alliée est bloquée, clouée au sol à cause de cette purée de poids. On ne voit rien du tout. Ce sont des jours où il gèle terriblement, les températures sont largement en dessous de zéro. D'ailleurs, il va y avoir aussi pas mal de morts à cause du froid. Et c'est un moment qui va être terrible. Le plus terrible, c'est pour... Enfin, le plus terrible. Très terrible, c'est pour les habitants, la population. La population s'était dit, yes, les Allemands sont débarrassés, nous sommes libres, youpi, youpi. Et donc, tout d'un coup, ils voient réapparaître les Allemands qui reviennent. Et donc, pour eux, c'est se dire, ouïouïouï, sachant que quand un animal est acculé, il est encore plus dangereux, encore plus féroce. Effectivement, les Allemands n'ont aucune pitié lors de la contre-offensive von Rundstedt, et ils vont être vraiment très cruels vis-à-vis de la population. Ils vont tuer énormément d'habitants, énormément de civils, juste parfois comme ça, parce que tout simplement, comme un animal qui est acculé, prêt à mourir, en fait, il n'y a plus aucun scrupule. La difficulté, évidemment, du coup, c'est pour les Juifs. Tous les Juifs, tous les gens qui étaient cachés. Donc, par exemple, tous ces enfants juifs mais qui étaient cachés sous une identité où la population ne savait pas qu'elle était juive, eh bien évidemment, tout le monde sait maintenant que ces enfants sont juifs, puisqu'on dit on va essayer de retrouver les parents, etc. Et donc évidemment, ces familles qui ont accueilli des enfants juifs sont en danger quand ils apprennent que les Allemands sont à quelques kilomètres. Parce que si les Allemands arrivent, s'il y a des habitants dans les villages qui parlent, eh bien ces habitants qui ont accueilli, qui ont chez eux des enfants juifs, ils vont se faire tuer évidemment. Et c'est pour ça qu'au début du livre, la famille dans laquelle se trouve René, ils sont tout d'un coup pris de panique en disant « Oh mon Dieu, les Allemands sont là, il y a les voisins qui savent que René est une juive, il faut se débarrasser de la fillette, absolument. » Et c'est pour ça qu'ils vont la déposer chez le curé qui est tout paniqué, qui va aller déposer René dans les bras de 2 soldats américains. Et donc ça c'est pour la première surprise, c'est par rapport aux habitants. Que font les habitants? En fait, ils n'ont pas le choix. Ou bien ils essayent de nouveau de fuir, mais les personnes sont parfois trop âgées, ou bien ils n'ont pas la possibilité, ou ils n'ont même pas le temps. Et donc, que vont faire tous les civils? Ils vont se terrer dans ce cas-là dans les caves des fermes. Et ils vont comme ça passer un certain nombre de jours terrés dans les fermes, souvent ensemble, parce que c'est dans les fermes qu'il y avait encore un petit peu de nourriture. Et donc, ils vont passer comme ça plusieurs jours à attendre que ça passe.
On parle de l'opération Greif dans le livre. On est d'abord un peu estomaqué, enfin un peu interloqué en comprenant pas trop. C'est quoi ça? Il y a le curé qui passe René à deux Américains qui finalement parlent allemand. Qu'est-ce que c'est que ce truc, cette opération Greif? Eh bien, en fait, c'est von Rundstedt le maréchal von Rundstedt qui avait imaginé, c'est créer une section spéciale d'Allemands qui est parfait bilingue, qui parle parfaitement, sans accent, l'américain, et ils se font passer pour des Américains. Et donc, en fait, ce sont des éclaireurs, ce sont des gens qui vont aller en avant, pouvoir bouger de manière très libre, puisqu'on croit que ce sont des Américains. Ils vont repérer les forces alliés qui sont là pour pouvoir après réagir et attaquer là où il faut, ou bien pour éviter justement les alliés, puisque leur but c'est vraiment de foncer vers Namur. Et c'est aussi de désorienter complètement les alliés. Donc par exemple, ils vont déplacer, supprimer ou même carrément déplacer des villes, par exemple des panneaux, pardon. Et donc par exemple un panneau de Vielsam qui irait vers la droite, eh ben, hop, ils vont le mettre à gauche par exemple, des choses comme ça. Et donc ça c'est l'opération Greif qui va faire pas mal de micmac auprès, bien sûr, des alliés, puisque au départ, on ne sait pas toujours très bien, quand on rencontre comme ça un petit groupe d'Américains, est-ce que ce sont vraiment des Américains ou est-ce que ce sont des Allemands? Donc ça, c'est par rapport au contexte historique. Et donc, en fait, les avions vont rester cloués au sol un certain temps. Vous allez avoir la Noël qui va avoir lieu. Et c'est seulement après, quand le beau temps revient, que là, l'aviation alliée va pouvoir décoller, va pouvoir aller bombarder tous les chars allemands et que l'opération von Rundstedt s'arrête avec encore des milliers de morts dans nos régions, dans les Ardennes, des civils, des alliés, forcément aussi des Allemands, et surtout qu'il faisait un froid mais caillant. Si vous allez à Bastogne, par exemple, eh bien vous allez pouvoir visiter le musée de l'armée où on raconte entre autres l'offensive von Rundstedt, cette contre-offensive allemande, et vous avez d'ailleurs également des films qui en parlent, ou par exemple un truc assez classique, c'est que Bastogne était complètement encerclée et les Allemands ont demandé à Patton de se rendre et Patton aurait répondu nuts, donc des noix, des noisettes. Alors là, c'est dans la légende, mais voilà, c'est pour dire. Ça, pendant très longtemps, ça a cultivé l'imaginaire des gens. C'est vraiment quelque chose qui a marqué très très fort les esprits. Et pour mieux aussi comprendre que les Allemands, en fait, ils n'avaient plus aucun matériel, ils n'avaient plus rien du tout. Quand vous allez, ou si vous avez écouté, lu par rapport à Mathias raconte qu'en fait, ils essayent de ne pas utiliser leurs munitions. Donc la plupart du temps, ils vont essayer de tuer les gens au couteau. Et donc, les civils, par exemple, eh c'est au couteau qu'on les élimine. Quand on doit se battre, si on est fait à la main, c'est essayer de prendre par surprise et c'est au couteau, donc tout à main nue, directement. Évidemment, vous imaginez, il n'y a plus aucun état d'âme quand c'est comme ça. Voilà. Alors évidemment, du coup, par rapport à ce contexte, vous imaginez bien que l'être humain est très complexe. Vous avez, comme au début de la guerre, des gens qui vont être dans la peur et qui vont collaborer, ou bien qui vont profiter de l'occasion pour collaborer. Vous avez ceux qui vont résister, vous avez ceux qui vont être là à simplement attendre que ça se passe. Et puis, quand vous verrez également dans la gueule de la bête, certains au départ n'ont pas l'intention de collaborer, n'ont pas l'intention de résister ou quoi que ce soit, mais par des petits gestes, en fait, ils font de la résistance. Et c'est parfois des gestes qui paraissent comme ça pour eux insignifiants, où ils disent j'ai réagi de manière tout à fait normale selon mon cœur. Et par après, on verra, on les considérera comme des résistants, comme des héros, alors qu'au moment même, ils n'ont absolument pas l'impression d'être des héros, mais d'avoir juste fait leur devoir, ce que leur guidait leur conscience. Et donc, c'est ce qu'on voit également, bien sûr, quand il y a les Allemands qui reviennent. Vous avez des gens comme, par exemple, Jules et sa femme qui sont les propriétaires de la ferme, qui sont très, très clairs dans leur tête et tout le monde est le bienvenu. Ils savent que Renée est une juive, mais il n'y a aucune raison que Renée soit mise à la porte. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est eux qui partiront. Donc là, Jules, il est vraiment très, très droit dans ses bottes. Vous avez des gens qui sont très peureux et donc ils ne vont rien dire. Et puis, ça va fluctuer en fonction des moments. Et puis, vous avez des gens qui seraient presque des collabos s'ils avaient eu l'occasion. Et donc, c'est toute la question que pose aussi, entre autres, Emmanuel Pirotte dans le livre, comme dans La gueule de la bête, c'est quoi un bon, c'est quoi les mauvais, quand est-ce qu'on est bon, quand est-ce qu'on est mauvais. C'est toute cette frontière qui est parfois assez fine et pas toujours très claire, plutôt floue, par rapport à qui sont les bons, qui sont les mauvais, qui sont les héros, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne le contexte historique.
Tout à la fin, par contre, on est bien sûr à la fin de l'histoire, il y a Renée qui est juive, et donc on va parler des convois. Alors pour savoir par rapport au convoi, de savoir dans quel convoi elle est, il faut savoir, c'est que les convois, donc quand les Allemands envoyaient les trains vers les camps d'extermination ou les camps de concentration, donc, eh bien, ils étaient super organisés, une bureaucratie impeccable, et donc ils avaient plusieurs exemplaires des listes avec tous les noms des gens qui étaient dans les trains. Et donc, en fait, vous avez des exemplaires qui restaient, par exemple, pour la Belgique à Malines, qui arrivaient là-bas dans les camps, etc., donc en 4 exemplaires. Et chaque convoi était numéroté. Et donc, en fait, pour retrouver les gens, c'était d'essayer de trouver ces listes avec les gens qui avaient été déportés dans ces trains bestiaux, puisque c'était des trains bestiaux. Je ne sais pas si vous avez des images, mais je vous conseille quand même alors d'aller un peu regarder comment ça se passait si vous n'avez aucune image par rapport à cette déportation. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on va savoir, voilà, tiens, les parents de Renée sont dans tel convoi, et on sait que de tel convoi, il n'y a personne qui est reparti, qui est revenu, ou très peu. Et donc, c'est comme ça que, c'est dans cette allusion-là que l'on parle, en fait, enfin, c'est à ça qu'ils font allusion, à la fin du livre. Et donc, par rapport au convoi donc, 19, il comportait 612 déportés, 103 enfants de moins de 16 ans, bon ça il ne faut pas connaître par cœur, hein. Et donc par rapport à ça, voilà, on sait exactement, précisément qui y avait dans ces convois. Autre chose également, bon ça parle de Today We Live, mais c'est également la même chose par rapport dans la gueule de la bête, puisque c'est en fait la résistance et l'aide apportée aux Juifs. On parle de l'Association des Juifs en Belgique, l'AJB. Eh bien, cette Association des Juifs en Belgique, on pourrait croire qu'elle aidait les Juifs, mais que nenni. C'est juste de la manipulation allemande, c'est juste de la stratégie allemande. En fait, c'est un organisme qui est composé de ressortissants juifs, mais qui a été créé par les Allemands. Et le but, c'est de dire « Coucou les Juifs, voilà, on est là pour vous rassembler, pour vous aider. » Et par exemple, au début de la guerre, à un moment donné, ils vont aller dire, donc cette association va conseiller aux Juifs de venir se déclarer à la maison communale pour différents types de raisons. Et donc certains vont dire, ah ben si l'association a dit qu'on pouvait y aller, c'est que c'est safe. D'autres étaient un peu plus critiques en disant, ouais mais attends, ce sont quand même les Allemands qui ont créé cette association, donc moi je ne vais pas y aller. C'est cette association des Juifs de Belgique qui a également contribué à distribuer cette étoile pour repérer que ça c'est un Juif. Et donc évidemment, comme les Juifs ont été se déclarer comme Juifs à la maison communale, quand les rafles juives ont commencé, vous imaginez comme c'était super simple pour les Allemands d'aller sonner aux bonnes maisons pour aller rafler les Juifs. Et c'est comme ça que, alors là je passe dans déjà la gueule de la bête, c'est comme ça que vous allez avoir des Juifs où ils ne sont pas allés se présenter en se disant c'est quoi ce machin, c'est complètement débile, dans le contexte actuel je trouve que c'est un peu dangereux et donc non, je ne vais pas faire comme les moutons, ou pour différentes raisons ils n'ont pas su se présenter et donc ils ne sont pas repris dans le registre de la population juive et c'est comme ça que ces juifs-là vont pouvoir aussi plus facilement passer du côté de la clandestinité avec des faux papiers, etc. Ça c'est plus, on le développe beaucoup plus dans la gueule de la bête, mais par exemple Renée, c'est grâce aux résistants que bien hop, elle va pouvoir être accueillie et elle va passer. Alors, en général, les enfants juifs pouvaient passer dans des pensionnats catholiques, souvent dans des pensionnats, dans des internats, dans des orphelinats catholiques ou bien dans des familles. Que dire d'autre ? En fait, il faut également savoir, par exemple, dans la culture, par rapport à ce contexte, et on en parle un peu également, il y a José Kaiser dans La gueule de la bête, il en parle. En fait, par rapport aux 3 premiers mois de la déportation, eh bien, figurez-vous qu'il y a 17 000 Juifs qui se sont spontanément présentés à la caserne de Saint. Donc, il y avait une convocation pour le travail obligatoire en Allemagne, qui avait été émise par l'association des Juifs de Belgique. Et donc, hop, ok, bien, il y a une convocation pour aller travailler en Allemagne, travail obligatoire, et les Juifs sont allés en disant bonjour, ben voilà, je suis là, en disant bon, bah tant pis, c'est comme ça. Vous imaginez bien, on connaît l'histoire, ils ne sont pas allés travailler en Allemagne, un petit peu pour certains, mais ils ont plutôt été directement mis dans les camps d'extermination. Certains Juifs ont un peu travaillé au départ, mais la plupart, c'était bien sûr avec la solution finale. Et donc, en fait, ces convocations à Malines, près de Bruxelles, eh bien, c'était juste un piège pour attraper les Juifs pour cette solution finale. Et donc, très vite, évidemment, les Juifs se sont dit « Oula, il y a un truc qui ne va pas ».
très vite aussi, des mouvements spontanément se sont organisés pour défendre les Juifs, enfin pour cacher les Juifs. Et du coup, à un moment donné, en fait, la police belge n'a pas collaboré. Et donc, c'est les Allemands qui ont alors dû organiser des rafles. Et il y a eu 2 grosses rafles à Anvers et à Bruxelles. Ils savaient où aller, évidemment, les Juifs s'étaient déclarés Juifs à la maison communale. Et donc là, forcément, ils savaient très bien où aller sonner. Et donc, en 1 ou 2 nuits, je ne sais plus exactement, tous les Juifs qui avaient été déclarés ont été pris, sauf ceux qui ont su s'échapper à temps. Ceux qui ne s'étaient pas déclarés sont rentrés en clandestinité. Et donc, par exemple, aussi pour savoir, par rapport à ces rafles, à Anvers, eh bien, ce sont les Feldgendarmes, donc ce sont les SS allemands, et ce sont des gendarmes allemands, mais aussi des policiers belges qui ont aidé dans les rafles, tandis qu'à Bruxelles, le bourgmestre Jules Koolst a refusé d'obliger les Juifs de Bruxelles à porter l'étoile, en disant qu'il ne manquait d'effectifs, que sa police avait autre chose à faire, et donc à Bruxelles, la police n'a pas du tout été mêlée aux rafles parce que le bourgmestre a refusé d'obéir aux Allemands. Et donc, il y a eu une seule rafle nocturne à Bruxelles le 3 septembre 1942. Et à Bruxelles, 65% des Juifs ont été déportés. À Bruxelles, 37% seulement grâce à la résistance du bourgmestre. Et donc, on voit là un peu la différence de tempérament ou de culture entre Anvers et Bruxelles. Et puis aussi, parce que si jamais on vous demande, parce que ça fait partie de la culture, si on vous le demande, vous avez également un célèbre convoi, c'est le convoi numéro 20 du 19 avril 1943. C'est le seul convoi qui a fait l'objet d'une attaque de la part de résistants qui comprenaient que ce qui se passait pour les Juifs. Et donc, ils ont arrêté le convoi pour essayer de libérer les Juifs. C'est 3 résistants belges qui ont essayé ça. D'ailleurs, c'est le seul convoi dans toute l'Europe, c'est le seul convoi qui a été attaqués par des résistants pour essayer d'empêcher les Juifs d'être déportés. Bon, malheureusement, la plupart ont été repris, mais au moins, il y en a quelques-uns qui ont pu rejoindre la clandestinité. Que dire d'autre? Ah oui, dans tous les 8 livres, tout à la fin, donc quand ils ont découvert que Matthias était allemand, Matthias était prisonnier et donc est parti avec les Américains, vous avez donc les citoyens belges, les civils belges qui restent dans la ferme. Donc vous avez Jules et tous les hommes et les femmes. Et à un moment donné, il y a des personnages qui disent « si elle avait été un peu plus âgée, elle aurait tâté de la tondeuse ». C'est la page 179. À quoi ça fait allusion? Par exemple, c'est Hubert. Il dit que Renée, plus âgée, elle aurait été rasée. Et à un moment donné, il dit également, c'est que Jeanne, la fille de Jules, elle aurait également été rasée. Ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, les femmes belges qui ont fricoté avec les Allemands, qui ont fait crac-crac, qui ont fait un peu de gymnastique avec les Allemands, soit parfois comme prostituées ou simplement pour le plaisir ou pour avoir des avantages, peu importe, ou simplement parce qu'elles avaient des sentiments pour les Allemands. Il y avait quand même des Allemands qui étaient aussi gentils, tous n'étaient pas cruels. Eh bien, en fait, ces femmes vont être complètement rasées, elles vont devoir défiler dans les rues du village ou de la ville, complètement rasée. Et donc, c'est ça qu'on parle de la tondeuse. Et donc, on se dit, c'est que Jeanne, comme elle était avec Matthias, elle croyait que Matthias était un Américain, mais évidemment, c'est là qu'on voit évidemment que certaines personnes, certains civils ont une mémoire très courte et oublient que Matthias, oh, qu'est-ce qu'il était gentil, qu'est-ce qu'il est serviable, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est agréable. Ça devient un sale Boche, un sale nazi, un sale SS. Et donc, Jeanne, qui, on sait bien, a fait crac-crac avec... qui voulait faire crac-crac et qui a fait crac-crac avec Matthias, Jeanne qui a dansé avec Matthias et qui était très proche de lui, ou bien même René qui finalement a protégé Matthias, eh bien, il y a Hubert, le garde champêtre, qui dit « Ah ben, j'aurais tâté de la tondeuse », ce qui rend évidemment Jules complètement fou, le papa de Jeanne, le fermier donc, parce qu'il dit « Mais enfin, c'est n'importe quoi, on ne savait pas qu'il était un Allemand ». Lui, il avait déjà deviné, mais ou sinon, il ne le savait pas. Et puis, ça n'a rien à voir. C'est quoi ces idées toutes faites, faciles, simplettes et donc, il va dire finalement, mais comment est-ce que j'ai pu être ami avec ce gars complètement stupide, idiot, qui change de point de vue dès que la situation change un peu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour comprendre à la page 179, quand on parle qu'elles auraient, la fille de Jules, ou bien Renée, elles auraient tâté de la tondeuse, eh bien, ça fait allusion à ces femmes rasées parce qu'elles ont été un peu trop
trop intime avec les Allemands. Je pense que par rapport à ça, j'ai expliqué presque tout. D'un point de vue bien sûr historique, hein, entendons-nous bien. Je vérifie les choses. Poum, poum, poum. Je ne sais pas mettre en pause, donc voilà, vous avez ici, tatatam. Pour le reste, c'est plutôt certains éléments historiques, ce sera quand on va parler de Matthias, avec son passé SS qui est horrible. Voilà, ça c'est donc l'explication historique sur tous les livres et un peu déjà avec dans la gueule de la bête.